Les remerciements et les félicitations que j'esquissais tout à l'heure. Donc merci à tous de vous être déplacés dans cette université qui est, j'allais dire, géographiquement périphérique, mais centrale pour bien d'entre nous, je pense. Et donc je commence en effet par remercier l'Université Paris 8 de nous accueillir aujourd'hui, notamment grâce à Bruno Clément qui va prendre la parole incessamment après ma brève introduction. Je précise aussi, je le dis pour les enseignants des lycées et collèges qui sont présents, qu'il y a plusieurs enseignants de l'Université Paris 8 qui sont présents ce matin. Ils n'y étaient pas du tout obligés, donc je m'en félicite et je les en remercie aussi. J'éclairerai leur présence de quelques mots. Il y a une vraie coopération qui est en train de se mettre en place entre les lycées de l'Académie et cette université entre autres. Donc 10 minutes rapides pour essayer de situer un petit peu ce que nous faisons ici, ce matin. Déjà quelques mots, quitte à enfoncer des portes ouvertes, à rappeler des évidences, mais je pense que ce sont des rappels qui quand même peuvent donner sens à cette matinée. Pourquoi avoir choisi ce titre un peu pompeux, assez pompeux même, du sens des lettres et des humanités pour notre matinée? Alors lettres et humanité tout d'abord, c'est une façon simple de dire que nous allons travailler conjointement les lettres classiques et modernes, dans l'idée à laquelle nous sommes attachés, qui est plus ou moins simple à réaliser dans les établissements, que ces deux aspects de notre discipline doivent se vivifier réciproquement. Nous proposons des formations sur ce point-là, mais il faut qu'on ait tout ça à l'esprit. On est là pour créer des perspectives. Les humanités, c'était aussi une façon de dire que dans nos enseignements, je dirais de façon pompeuse, mais avec la vraie ambition que ça porte, il y va de l'humanité. Il y va de l'humanité. Notre discipline, elle est absolument, je dirais, centrale à cet égard-là. Et en particulier, c'est une façon de rappeler, face à des critiques ou à des difficultés qu'on peut rencontrer, que la direction qu'on suit, ça n'est pas le formalisme, ça n'est pas l'esthétisme, ça n'est pas la défense de normes figées, même si bien évidemment il s'agit de mettre en place aussi des normes, mais on est dans la construction de l'humain dans notre enseignement. Et il faut, comme d'autres évidences que je rappellerai, ça doit habiter notre démarche. La question du sens, c'était une façon de nous rappeler, dans les difficultés qui sont les nôtres dans les classes, que précisément pour y faire face, on ne doit jamais cesser de s'interroger sur la signification de ce que l'on transmet. Les lettres et les humanités, les lettres classiques et modernes, ce sont des objets ouverts que nous continuons de travailler. Je dirais une fois agrégé, une fois dans les classes, ça continue. Et la question de l'humanité, ou des humanités aussi, est un chantier, on y reviendra. Ce terme de sens, c'était aussi une façon de continuer de mettre sur le chantier, je dirais, la signification et la destination de notre enseignement. Alors, pour être un peu brutal, c'est une question que l'on peut se poser lorsque on constate que... Pardon ? Ouais. C'est vidéo. D'accord, bon, on va le. Est-ce que tu en as besoin? On va le fermer. Peut-être tout à l'heure, je voudrais. C'est vidéo qui filme. Ah, c'est mieux. Là, c'est mieux. D'accord, très bien. Si vous voulez voir vraiment, s'il n'y a pas de problème, mais ressort. Non, je ne vais pas la refaire, là. Vous avez compris, je pense. Donc, je disais, oui, ma voisine me dit on coupera au montage. On verra. Ça risque de faire une entrée en matière pas très rhétorique. Donc, je disais, oui, sur la signification et la destination de notre enseignement. Souvent en cours de lettres, et notamment en lycée, vous avez devant vous des élèves qui, je veux dire, quoi que vous fassiez, éventuellement s'ennuient spectaculairement, considèrent que la lecture est une pratique archéologique et ont un rapport à la langue, disons, qui est plus ou moins distant. Face à cela, il y a une évidence, je dirais, c'est que nous,
institutions et professeurs, nous sommes là pour délivrer des diplômes, les rendre aptes à acquérir ces diplômes. Bon. Mais je dirais que pour que ces diplômes aient un sens, pour qu'ils soient habités, et que nos élèves ne les considèrent pas comme une forme de droit en échange de leur présence, et bien cette signification, c'est à nous de la donner. Nous n'avons pas, ça fait partie de notre difficulté, mais cette signification-là, elle n'est pas donnée aux élèves. C'est à nous de la construire, avec eux. Alors, quel sens est-ce qu'on va viser ce matin? Je vais passer 2 directions avant d'introduire plus précisément ce qui va se dire. Première évidence, là aussi qui doit habiter nos pratiques. Notre enseignement ne concerne pas seulement et prioritairement des futurs enseignants de lettres et des futurs écrivains. Là aussi, dans le détail de nos démarches, je dirais nous sommes là aussi pour que le chef de rayon, le réparateur, le PDG de l'entreprise dont on achète les produits ait une formation littéraire et que ça ait des conséquences, j'allais dire, sur son humanité. C'est aussi pour cela que nous travaillons ce matin et vous dans vos classes. Et donc en particulier, pour un enseignant de lettres, se poser la question de la destination, voire de l'utilité sociale de son enseignement, ça n'est pas déroger à l'enseignement de la littérature. Donc les questions d'orientation, je dirais, elles habitent aussi notre pédagogie. Deuxième axe important, on s'approche du cœur de notre matinée. De notre point de vue ici ce matin, l'enseignement supérieur, à la fois il informe et il aimante notre démarche d'enseignant de lettres. Et pas seulement lorsque l'on s'adresse aux meilleurs de nos élèves, mais précisément pour arrimer à notre enseignement ceux qui en sont le plus éloignés. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, un nombre croissant de nos élèves vont à l'université. J'allais dire bon an, mal an. C'est comme ça. Et vous savez que c'est l'objectif du système, d'arriver à 50% à Bac plus 3. Bon, on y arrive plus ou moins, mais c'est ce que l'on vise. Première chose. Deuxième chose, nous sommes convaincus d'une pertinence accrue de notre enseignement, y compris envers les élèves qui sont en plus grande difficulté, si nous maintenons le contact avec l'actualité de la recherche. C'est si nous continuons à nous former et à vivre notre discipline ainsi que nous pourrons être les plus pertinents. C'est dans cet esprit-là que nous avons construit le programme de la matinée. Je précise une dernière chose un petit peu institutionnelle, mais qui n'est pas qu'institutionnelle, c'est que cette démarche, elle s'inscrit dans tout un programme de travail qui est national et académique, autour de ce qu'on a dénommé le continuum Bac-3, Bac plus 3. Où il y a un groupe de travail académique qui s'est mis en place. Et je remercie Jacques Renaud, qui est le chargé de mission de Madame la rectrice pour l'enseignement supérieur, de participer à notre matinée, puisqu'il est le copilote de ce groupe de travail. Et sa composante littéraire, là aussi c'est peut-être caractéristique et intéressant pour nous, c'est la plus récente du groupe. C'est-à-dire que la continuité entre secondaire et supérieur, elle se travaille en sciences depuis des années. Elle se travaille en histoire-géographie depuis quelques années. En lettres, nous commençons. Bon. Quelle est sa réalité en quelques mots? D'une part, nous mettons en place des appariements entre des lycées et les universités. Il y a 5 lycées de l'Académie qui travaillent avec les 4 universités de l'Académie. Donc c'est des appariements qu'on destine à durer entre 2 et 4 ans, pour que quelque chose puisse un petit peu se construire. Ensuite, ça va tourner. Donc s'il y a des établissements qui sont intéressés à terme, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis il y a des actions académiques. La forme que prennent ces travaux, c'est l'immersion de lycéens dans le supérieur, c'est des informations spécifiques faites par les enseignants du supérieur dans les lycées, plus subtiles et plus complexes, mais réelles, des expérimentations de co-enseignement, de co-conception de l'enseignement entre des enseignants du secondaire et du supérieur, et puis une inclusion, je dirais, croissante, plus clairement affirmée encore, des universitaires, et notamment ceux de l'académie, dans la formation continue des professeurs.
Et par ailleurs, on va aussi monter un petit groupe de travail, probablement avec ma voisine aussi, où on va aller dans les universités pour parler un petit peu de ce qui se fait dans les lycées, échanger un petit peu pour que les besoins et les démarches s'ajointent. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va se dire et qu'est-ce qu'on va faire? D'une part, illustrer concrètement le travail qui peut se conduire en commun entre les lycées et les universités. Donc c'est ce qui va se passer au début de la matinée, donc avec Bruno Clément et Stéphanie Burette, qui vont présenter concrètement ce qui se fait entre le lycée Jean Zay et l'université Paris 8. Donc c'est un premier exemple. Et en fin de matinée, vous allez avoir donc une brève intervention de jeunes chercheurs de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qui animent les journées Découvrir l'Antiquité et les journées Découvrir la littérature, où ils accueillent des élèves des collèges et lycées à la rue d'Ulm, d'une part, et je dirais dans la mesure de leurs moyens, il leur arrive aussi de se projeter dans les établissements pour monter des projets concrets avec des équipes. Alors dans cette perspective-là, il y a eu déjà des inscriptions. Je laisserai en fin de matinée ici 2 formulaires qui permettront à des enseignants qui ne se seraient pas inscrits mais qui sont intéressés par cette démarche de laisser leur nom pour que, au moins à moyen terme, quelque chose puisse se faire. Bon, mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la matinée. Le cœur de cette matinée, donc ce sont les 2 interventions universitaires que je vais avoir l'outrecuidance de présenter très rapidement. De la part de 2 enseignantes chercheuses dont la démarche me paraît assez exemplaire pour la nôtre, dans la mesure où leur travail de recherche, de réflexion et d'érudition est très étroitement articulé à un engagement dans des problématiques contemporaines. Et il faut qu'on garde ça en tête, je dirais, dans le quotidien de nos cours, la relation entre notre savoir le plus actualisé et notre efficacité, notre pertinence face à nos élèves et aux questions qu'ils se posent eux à l'instant contemporain. Pour préciser un tout petit peu les choses, il me semble que ces 2 chercheuses ont pour nous un positionnement que j'ai envie de dire névralgique et en même temps très différent par rapport à notre discipline. Un point commun que j'y verrais, c'est une position assez critique, disons, du moderne et du contemporain, mais notamment sur ce que je peux en comprendre, de part et d'autre de la notion de mimésis, pour articuler un petit peu des choses un peu précises. Et en quelques mots, pour Florence Dupont, je crois qu'il s'agit plutôt, en un sens, de restituer son étrangeté à l'Antiquité pour avoir un regard critique sur le contemporain. Et on est plutôt, me semble-t-il, dans une démarche de déconstruction de certaines de nos évidences. L'évidence de ce que c'est que la littérature, de ce que ça peut être que l'identité, et par exemple l'identité nationale, ou la représentation. Chez Hélène Merlin-Cajman, une pensée précise du classicisme la conduit, me semble-t-il, face à ce qu'on peut considérer comme des formes de barbarie contemporaine, y compris, je dirais, l'assignation à consommer, pour faire simple, à montrer, disons, la pertinence critique d'une civilisation comme processus par le langage et la littérature. Donc là, on est tout dans la construction d'un espace commun de langage et de culture, pour ce que je peux en comprendre. Bon, ayant un petit peu comme ça essayé de tracer le champ, je vais laisser la parole à nos intervenants, que je remercie par avance d'être, je dirais, rigoureux dans leur gestion du temps, puisqu'on est assez nombreux. Donc on va commencer par notre... dans le programme qu'on avait prévu, une vingtaine de minutes, petite vingtaine de minutes, avec échange ensuite. Bon, merci à Daniel. C'était trop fort, non? Merci à Daniel de cette présentation. Non, mais reste. Je trouve que c'est bien symboliquement qu'on soit là tous les 3. C'est-à-dire à la fois quelqu'un qui non pas représente l'inspection, mais est l'inspection d'une certaine façon. Stéphanie qui est ma collègue du secondaire et moi qui suis professeur ici
dans cette université à Paris 8. Donc merci de la présentation que tu as faite. Merci d'avoir organisé aussi non seulement cette journée, mais de participer à l'élaboration de tout ce programme qui est énorme. Et je trouve que dans un premier temps, c'est bien qu'on nous voit tous les trois ensemble. Maintenant, si tu veux t'en aller, je veux pas te retenir. Je pense que c'est pas. Je te remercie aussi d'avoir voulu que cette journée se passe ici, à Paris 8. Je sais que des liens particuliers te lient, toi aussi, à cette université, parce que tu ne l'as pas dit, mais tu as fait quand même un passage ici. Et si je ne me trompe pas, ton épouse aussi. Donc en fait, on a tous quand même plus ou moins des liens très forts avec cette université. Alors, pour introduire peut-être la journée, bien sûr, je vais parler tout à l'heure de ce qu'on est en train de faire, et Stéphanie m'aidera au lycée Jean Zay, et ce qui va se faire aussi ici. Mais je voudrais partir d'un petit peu plus loin. Moi, ce que j'aime bien chez Daniel, c'est qu'il est inspecteur, mais pas trop. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Ah bah oui, mais moi, j'ai liberté de parole, là, pour l'instant. Il est inspecteur, mais pas trop, c'est-à-dire qu'il ne perd jamais le sens de l'institution, mais en même temps, il essaye toujours de replacer les choses dans un contexte, disons, de pensée dont on a grandement besoin. Alors, je dirais, pour commencer, que j'ai accepté immédiatement et d'enthousiasme quand on m'a proposé de faire partie de cette aventure, simplement parce que j'ai eu la sensation que ça me permettait de renouer avec quelque chose dont j'ai une nostalgie profonde, c'est-à-dire de m'adresser à des gens de tous âges, voilà, et de faire mon métier pleinement, parce que justement je pouvais parler à des gens de tous âges et que j'ai fréquenté pendant très très longtemps. Il y a encore quelques années, je pouvais dire j'ai passé autant de temps de ma vie dans le secondaire que dans le supérieur. C'est plus tout à fait vrai maintenant. Enfin, j'ai passé une grande partie de mon temps dans le secondaire, avec un grand bonheur. Et je pourrais même ajouter que ça m'est arrivé d'enseigner, j'emploie le mot au sens le plus large possible, à des enfants, à des tout petits enfants. Et quand j'étais au Collège international de philosophie, merci à Florence d'annoncer, quand elle s'annonce, qu'elle fait partie du Collège international de philosophie. Non, c'est une grande fierté. Je trouve que c'est bien, parce que quand on y est passé, on y est et on y est toujours. Quand j'étais au Collège international de philosophie, j'ai fait des interventions de philosophie dans des crèches, et avec de tout petits enfants. J'ai parlé de la mort, de la religion, philosophiquement, à des enfants. Les parents avaient le droit d'être là, mais ils n'avaient pas le droit de parler, heureusement. Et c'est des très bonnes expériences. Donc, je rappelle toutes ces choses pour dire que je me sens parfaitement à l'aise dans le genre d'entreprise qu'on fait. Alors, je vais partir d'un petit peu loin. Je demande pardon pour arriver à notre action. Je me suis demandé quelle était la personne dont je pouvais, sous l'ombre de qui je pouvais me placer pour introduire cette journée, où il fallait parler à la fois de l'université, de l'enseignement en général, des humanités. Et je me suis souvenu d'un texte absolument magnifique et essentiel de Jacques Derrida, qui est mort il y a juste 10 ans, qui a fondé le Collège international de philosophie, précisément parce qu'il a échoué à faire ce que Daniel essaye de faire à son tour, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire d'entreprendre une vaste réforme de l'enseignement de la philosophie, et notamment en décloisonnant à la fois les disciplines, celle du sens par exemple, et les niveaux, en pensant par exemple qu'on pouvait enseigner la philosophie dès la 6e et même avant, et qui donc a animé pendant très longtemps un séminaire de recherche qui s'appelait le GREF, groupe de recherche sur l'enseignement philosophique, et non pas de la philosophie. Et ayant échoué grandement et magnifiquement, il a décidé de fonder le Collège international de philosophie, qui est né donc d'une réflexion quand même comparable à celle qu'on va essayer de mener ces jours-ci. Donc, il a écrit un texte splendide qui s'appelle « L'université sans condition ». Je lis quelques lignes du tout début, de la première page. L'université moderne devrait être sans condition.
Par université moderne, entendons celle dont le modèle européen, après une histoire médiévale riche et complexe, est devenu prévalent, c'est-à-dire classique, avec des guillemets autour de classique, depuis 2 siècles dans les États de type démocratique. Cette université exige et devrait se voir reconnaître en principe, outre ce qu'on appelle la liberté académique, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas, ça c'est mon commentaire, une liberté inconditionnelle de questionnement et de proposition, voire plus encore le droit de dire publiquement tout ce qu'exige une recherche, un savoir, une pensée de la vérité. Si énigmatique qu'elle demeure, la référence à la vérité paraît assez fondamentale pour se trouver avec la lumière sur les insignes symboliques de plus d'une université. Et sur les humanités, dès la première page aussi. Sans doute le statut et le devenir de la vérité comme la valeur de la vérité donnent-ils lieu à des discussions infinies, mais cela se discute justement de façon privilégiée dans l'université et dans des départements qui appartiennent aux humanités, avec un grand H, et le petit livre de Derrida est une sorte de réflexion systématique, exigeante, presque douloureuse à certains moments, sur ce que c'est que les humanités, et qu'il appelle les humanités modernes. Je laisse à Florence la réponse à Daniel tout à l'heure quand il parlait du classique de l'Antiquité de maintenant, mais cette question est posée de façon aiguë par le texte de Derrida. Je retiens quelques points. Donc ça introduit d'une certaine façon à la journée d'aujourd'hui. Derrida énumère 7 points. Je ne vais pas les énumérer tous les 7, mais je vais juste en énumérer 4 sur les 7, et sans les commenter, parce que je pense que toute la journée, on y reviendra, pour caractériser ce qu'il appelle, lui, les humanités modernes. Pas les humanités, mais les humanités modernes. Il dit que, premièrement, dans cette université sans condition, dont il dit bien, elle n'existe nulle part et elle n'existera jamais nulle part. C'est un idéal qu'on se fixe ou qu'on peut avoir en tête dès qu'on se retrouve en situation d'enseigner, de professer plus exactement, comme il dit lui-même. Dans cette université sans condition, la question de l'humanité serait la première question. Et donc il dit, on y parlerait de l'histoire de l'homme, de l'idée de l'homme, et de l'essence de l'homme si elle existe. C'est le premier point. Humanité au sens très large. On parlerait aussi, deuxième caractéristique, de l'histoire de la démocratie et de la souveraineté. Troisième point, si j'avais le temps d'en développer un, c'est celui-là que j'aimerais développer le plus, on y parlerait de l'histoire de professer. Qu'est-ce que c'est du professorat? Et donc il y a une réflexion dans ce livre qui est une réflexion très très difficile, mais en même temps très excitante, sur le professer, le fait, qu'est-ce que ça veut dire professer, plus qu'enseigner, dans lequel Derrida met ça en rapport avec la question de la profession de foi et de la performativité. J'essaierai de revenir tout à l'heure sur cette idée de performativité. Et puis évidemment, je ne veux pas passer sous silence le quatrième des 7 points que Derrida énumère. Dans cette université sans condition, une grande place serait faite à l'histoire de la littérature. Il n'y a pas tant de philosophes que ça qui mettraient ça comme une exigence. Derrida le met comme une exigence souveraine. La question des humanités, de la vérité et de la liberté inconditionnelle, sans condition, elle est monnayée de cette façon. Et là, c'est à propos des humanités que je lis cette dernière citation de Derrida. Il dit « On pense dans les humanités, de l'intérieur des humanités », donc il dit que c'est absolument fondamental de continuer à les enseigner, je veux dire, à les transmettre, à former à ces humanités. On pense dans les humanités, de l'intérieur, donc, l'irréductibilité de leur dehors
et de leur avenir. On pense dans les humanités, de l'intérieur des humanités, qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas se laisser enfermer dans le dedans des humanités. Mais cette pensée, il ne faut pas se laisser enfermer dans les inhumanités, mais cette pensée, pour être forte et conséquente, requiert les humanités. Voilà l'aporie dans laquelle on se trouve. Pensez cela, ce n'est pas une opération académique, spéculative ou théorique, ni une utopie neutre. Pas plus que le dire n'est une simple énonciation. Alors, toutes ces idées ont l'air des idées un peu abstraites. Et ça peut vous sembler peut-être étrange que je fasse ces citations, parce qu'en fait, ce ne sont pas des idées de moi, et je suis content de citer Jacques Derrida. Il a été, même si ça ne se sait pas beaucoup, une des 2 ou 3 personnalités qui sont à l'origine de l'existence de notre université Paris 8. Avec Hélène Sixou, ils ont travaillé tous les deux à penser ce que pouvait être cette université, qui ne s'appelait pas encore dans l'esprit de Derrida une université sans condition, mais qui était déjà une université un peu différente. Paris 8 a d'abord été un centre universitaire expérimental avant d'être une université. Oui, ça peut paraître étrange que je rappelle toutes ces choses qui sont un peu abstraites et difficiles, et en même temps que je dise j'ai enseigné à des enfants dans des crèches, et j'ai enseigné à des enfants de ZEP à Creil, dans des années très difficiles et à des endroits très difficiles, et en même temps je me retrouve ici, mais c'est de ça qu'on parle, c'est de cette continuité. En fait, il n'y a pas de solution de continuité. Je fais le même métier, quel que soit le public auquel je m'adresse, et je ne change pas de personnalité, je ne change pas de costume, je suis exactement toujours le même. Et que je parle à des enfants de 5 ans ou à des adultes, et j'en ai qui sont assez âgés dans le séminaire que je fais en ce moment au Collège international de philosophie. J'en arrive donc au travail qu'on fait avec Stéphanie, que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois. Et donc, je connais maintenant Stéphanie, on s'est rencontrés plusieurs fois. Je connais sa classe, que j'ai rencontrée pour l'instant seulement une fois, mais on va continuer à faire ça. Et donc, je le dis, bon, je pense qu'il n'y a pas ici d'élèves du secondaire, ils sont en classe, ils travaillent, c'est bien. Mais aux professeurs du secondaire qui savent bien que tout ce que j'ai dit de mes convictions personnelles, même si ce n'est pas des pensées explicites qu'on a chaque seconde, c'est ça qui dicte en fait nos conduites, nos comportements et notre manière de nous comporter devant les élèves en permanence. Voilà. Même si, comme disait Daniel, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est inspecteur, même si on prépare à des diplômes et qu'il faut donner aux élèves ce qu'il faut. Nous, on va préparer le bac aussi avec les élèves de première. Et ils ont une épreuve à la fin de l'année. Il n'est pas question de faire comme s'ils n'en avaient pas une. Mais en même temps, on fait cela, mais je dirais mu, habité par tous ces principes qui sont des principes absolument fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de... Quelle idée on va essayer de donner à ces élèves de première? Donc, je les ai déjà rencontrés une fois. Ils ont l'air d'être très bien disposés, d'être de très bonne volonté, très curieux en tout cas. C'est que effectivement, quand ils vont se retrouver ici, ils vont se retrouver comme au lycée, dans un lieu qui est un lieu de savoir. Et au fond, ça, je dirais, c'est ce qui nous permet d'assurer la continuité. Peut-être la différence, ça va être de leur faire comprendre que, alors que ce que j'ai appelé les humanités à l'instant, à la suite de Derrida, c'est-à-dire en fait les matières qui sont concernées par l'entreprise, le sens des lettres et des humanités ici, c'est à l'heure actuelle dans leur vie une petite partie de leur cours, mais que s'ils décident de venir ici et de faire des études de lettres ou d'humanité au sens très large, qui s'inscrivent en littérature, en philosophie, en histoire, en sciences sociales d'une certaine façon, alors ils vont se consacrer à cela d'une façon exclusive. Et que du coup, non seulement ils vont être dans une situation d'apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas, mais de réfléchir à ce qu'ils apprennent, c'est-à-dire d'avoir un regard critique aussi sur la discipline qu'ils auront cette fois-ci choisie.
en tout cas, c'est le but de notre opération, c'est comme ça que je l'entends, c'est-à-dire ils ne seront plus dans l'optique d'une orientation négative. On est là parce qu'on n'a pas pu aller en AS ou en E, mais parce qu'ils auront choisi, en connaissance de cause, quelque chose qui les attire. Donc, premièrement, effectivement, une action, enfin l'université a une mission de transmission, Derrida insiste beaucoup là-dessus aussi, mais aussi de réflexion sur l'acte de transmission, de professer. Et troisièmement, et c'est ça qui est peut-être le plus difficile, et c'est ça dont j'ai essayé, je ne sais pas si tu en avais reçu Stéphanie, de leur donner l'idée quand j'ai été pour la première fois en phase 2, de leur donner l'idée que le savoir qu'on leur transmet, il se fait en grande partie, il s'élabore en grande partie à l'université, et que les enseignants qu'ils ont en phase 2, c'est non seulement des gens qui sont savants, mais qui essayent de faire avancer la connaissance, voilà, et la réflexion. Et moi, c'est exactement dans cet esprit, même si je suis bien décidé à jouer le jeu des concours, des programmes, des auteurs qui sont au programme, c'est quand même dans cet esprit, toujours, que tu as dû le sentir, que je suis en phase 2. Je te donne la parole, pardon. Non, merci. Parce que celui-ci, il fonctionne. Ça marche, oui, là? il fonctionne, Oui. ce que vous parliez tout à l'heure. Oui, enfin, ce que j'aurais à ajouter, c'est que la classe, alors que j'ai, qui va participer au projet, c'est une classe de première L. Ah oui, Aulnay-sous-Bois, on n'a pas dit. Voilà, c'est le lycée, pardon, donc Jean Zay à Aulnay-sous-Bois. Et la classe de première L, effectivement, a accueilli avec beaucoup de curiosité, d'enthousiasme, j'ai envie de dire, le projet en question. Parce que c'est un enseignant aussi qui vient de l'université, qui vient leur parler. Ça a été quand même un point très important. Qui aborde la littérature peut-être d'une façon différente. La possibilité de venir ensuite à l'université, de voir surtout comment se passe en fait un cours à l'université. Pas nécessairement d'avoir un cours fait exclusivement pour eux, mais voir comment se passe un cours à l'université, comment on enseigne une littérature à l'université. Donc ils ont quand même pas mal Bon, en première année, vous connaissez le programme. Je trouve ça bien aussi que l'intervention se passe dans le cadre du programme, dans la mesure où, bon, vous savez, on peut être un peu enthousiaste au début d'un projet, et puis peut-être perdre haleine. Le fait qu'on puisse intégrer les choses dans le programme fait qu'on peut maintenir aussi les élèves jusqu'à la fin d'année. Ils y trouvent un intérêt, et voilà, on peut essayer de mener l'ensemble, de maintenir cette collaboration pendant toute l'année. Alors après, le nombre d'interventions, je crois qu'on n'a pas encore tout à fait décidé. Peut-être 2, 3. 3, c'est ça qu'on suivant ce qui se présentera aussi. On peut dire le public aussi, qui est majoritairement des filles. Oui, je pense que vous êtes assez au courant au niveau du recrutement des élèves de première L. J'avoue avoir beaucoup de chance cette année, puisque ce sont des premières L qui ne sont pas là par défaut, qui sont là parce qu'ils sont intéressés par les disciplines en question, donc ça a été le premier choix, qui conçoivent les études littéraires comme étant rigoureuses, exigeantes. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Mais effectivement, ce sont en majorité... pourquoi mais après tout ? Ce sont en majorité des jeunes filles. Il y a 4 garçons dans la classe. Voilà. Est-ce que, peut-être pour amorcer aussi une brève discussion en termes de... Tu vois qu'il fallait rester là. Voilà. Non, si c'est bon. En termes de contenu, en fait, à part l'esprit dont tu parlais, effectivement, l'échange qu'on a eu, l'idée que les universitaires ne sont pas et ne seront jamais là, j'allais dire, pour occuper une position magistrale, pour donner la leçon à leurs collègues du secondaire, ni même en un sens entièrement aux élèves, mais bien pour montrer une position de chercheur. En termes de contenu des séances, qu'est-ce que vous avez abordé comme objet ? Oui, dis-le ça. Oui. Donc, dans le cadre de la réécriture en première L, on s'est dit qu'on pouvait effectivement trouver des textes. Alors, étudier, tu ne pourras pas faire l'ensemble traiter le sujet dans sa totalité, mais intervenir dans le cadre de cet objet d'étude pour
pour le bac, en fait. Hein. C'est-à-dire que les textes qu'on étudiera avec toi figureront sur la liste de bac. Donc les élèves ont double intérêt, en fait. Oui, ça c'est important. Tout à l'heure, je disais, je suis vraiment décidé à jouer le jeu de l'examen, de la préparation au concours. Ça veut dire ça en particulier, mais ça veut dire aussi, on est d'accord là-dessus. Je leur donne des travaux, ils ont des notes. Ils auront une note qui sera, au moins une note qui sera prise en compte dans leur moyenne. Et je pense que c'est une des conditions pour que ça marche bien. Je pense que Et juste une remarque et une question. Donc, comme texte, par exemple, que vous avez ou que vous allez travailler, qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois que c'est un texte des différentes réécritures d'un même auteur. Alors, moi, j'ai l'intention de traiter un peu Madame Bovary, parce qu'on parle de la réécriture, donc comme réécriture du Quichotte, mais aussi les textes de Genette sur la réécriture et sur le palimpseste, sur l'idée du palimpseste. Voilà. Donc, déjà, avec ça, on peut ça serait une première... Oui, sur une théorie de la littérature. Et après, moi, j'ai évidemment beaucoup d'exemples, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, d'auteurs qui ont passé leur vie à réécrire eux-mêmes leurs propres œuvres. Voilà, c'est-à-dire ça touche aussi à la question de la génétique, et je pense que ça fait encore partie, non, des choses dont on doit leur donner l'idée, la génétique des textes. On en parle de toute façon. Ouais. Non, mais c'est très riche, on peut en parler de beaucoup de façons différentes. Sur la question de l'évaluation, hein, puisque tu parles de donner des notes, j'ai resté le choix que vous avez fait dans votre collaboration à vous, je le dis à la fois pour les enseignants de lycée qui se retrouvent un jour dans un dispositif comme ça, et pour les quelques universitaires présents, c'est pas non plus une obligation globale du dispositif. Hein. L'idée que, par contre, ça soit lié à leur programme, je pense que ça peut être intéressant et porteur et efficace et pour l'enseignant et pour les élèves. Hein, après, sur la question d'évaluer ou pas ou comment... Ouais, Daniel, on a fait ce choix. Je pense que tu le récuses pas, tu es d'accord? Pas du tout, non, mais je parle à Stéphanie. Moi, je suis complètement d'accord, oui. On a fait ce choix aussi pour que les élèves aient l'impression que Stéphanie et moi... On est une équipe, on fait le même travail, on est ensemble, et voilà. Donc elle donne des notes, je donne des notes. C'est dans l'idée aussi qu'il n'y a pas de solution de continuité réelle entre les enseignants ni entre les niveaux. Voilà. Puis la notion de plaisir est présente aussi. Hein. Faut pas que ça ne devienne pas un travail rébarbatif où ils font travailler parce qu'il y a une note à la fin. C'est pas ça l'idée. C'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment maintenir peut-être le travail continu et savoir que c'est quelque chose vraiment de sérieux. La note peut motiver, mais pas tous. Il y en a qui n'en auront pas besoin. Mais une remarque peut-être avant de faire très brièvement circuler le micro et de donner la parole à Hélène Merlin. Sur la question du genre, on sait tous qu'il y a plus de filles que de garçons en L et que c'est lié à la réalité du prestige de la série, de la filière. Là-dessus, je pense que personne se voile la face. Je pense que le travail que nous faisons, que nous essayons de faire ici, consistant, je dirais, à assumer pleinement l'ambition intellectuelle et sociale de notre enseignement, je veux dire, à terme comme visée, on a l'idée d'essayer de faire bouger ça. C'est-à-dire que, précisément, la formation littéraire, comme peut l'apparaître aujourd'hui pour beaucoup de familles, alors après il y a une question d'inertie institutionnelle. On sait que les familles et beaucoup d'élèves pensent que pour avoir une formation solide, en gros, il vaut mieux faire des sciences. Il y a des questions statistiques, c'est comme ça, il y a des habitudes, mais je pense qu'il y a aussi l'idée que la rigueur intellectuelle, elle est de ce côté-là. Et je pense que là, nous avons une responsabilité, non pas au sens de faute, mais on a des choses à faire pour faire passer auprès des élèves et de leurs familles, et dès la troisième, et bon, dans le projet global, là, on essaiera de travailler la question, l'idée qu'une formation aux lettres et aux humanités, c'est une construction intellectuelle efficace, ambitieuse, et qui élève vraiment les élèves, justement, le fait de travailler en relation avec le supérieur peut être une des voies. En tout cas, ça fait partie des idées que nous avons. Est-ce qu'il y aurait des questions ou remarques parmi vous sur ce projet, soit concrètement, soit dans son esprit? Alors moi, j'avais une réaction simplement par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait que la filière L attire plus de filles que de garçons. Comment est-ce que vous l'analysiez, en fait?
Je suis pas sûre d'avoir compris le prestige, en fait. L'idée, hein, et j'allais dire, pardonnez-moi d'enfoncer le clou jusqu'au bout, hein, mais en gros, dans la société que nous connaissons telle qu'elle est, plus un métier est prestigieux, plus il y a de garçons par rapport aux filles. Hein. En gros, on fonctionne quand même un petit peu comme ça. Hein, et donc le fait qu'il y ait plus de jeunes femmes, y compris qui enseignent les lettres d'ailleurs, on n'a qu'à regarder l'amphithéâtre, hein, et plus d'élèves en elles, c'est le fait que, comment dire, que les lettres et la littérature n'occupent pas le haut du panier social actuellement. Hein, ça me paraît... c'est comme ça que je le perçois. On pourra en discuter si vous voulez, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière de cet ordre-là. Il y a une intervention, je crois, à droite. Une remarque? D'accord. Eh bien, moi, j'enseigne au lycée René Cassin du Raincy et j'ai une première STI 2D, puisqu'il n'y a qu'une première dans cet établissement, où j'ai la joie et la chance d'être référente culturelle, donc je peux faire beaucoup de choses. Et j'imagine qu'on se rejoint dans nos préoccupations de professeurs de lycée à cet égard. Et je me disais que, eh bien, je pose la question simplement, est-ce qu'un tel dispositif peut s'adresser à une classe technologique qui, a priori, n'est pas la classe qu'on attendrait peut-être, hein. Et en tout cas, moi, je travaille dans ce sens. Nous avons par exemple un partenariat avec Anne Coudreuse et nous recevons les élèves dans le cadre de Texto à Paris 13. Et j'essaie de montrer au STI que la porte est ouverte comme à la crèche pour l'accès aux lettres, l'accès aux humanités. Et donc je me disais, est-ce que d'autres expériences pourraient avoir lieu avec d'autres types de classes, de façon justement à former aussi d'autres personnes qui font partie de notre société. Ouais. Moi, j'ai très envie de répondre, mais je pense que c'est à Daniel de répondre. Oui, ça va être à nous au sens large et ouvert. Je pense que rien n'est évidemment fermé. Hein. Après, ça va être une question de ressources humaines et j'allais dire matérielles. Hein. Mais au contraire, bien sûr, hein, le fait de s'adresser à tout le monde, potentiellement, on est absolument d'accord là-dessus. Je dirais que l'entrée, peut-être juste une remarque là-dessus, l'entrée par la série L est une façon un petit peu d'identifier le projet au départ. On sait par ailleurs que les littéraires sont en S, hein, comme les latinistes. On le sait, ça. Bon. Et donc, un des enjeux aussi, mais ça, là aussi, hein, il s'agit de faire bouger un paquebot, donc on essaye d'être lucide, hein, c'est aussi de travailler cette question. Hein, c'est-à-dire que dans le projet, bien sûr qu'à terme, on s'adresse aussi aux séries scientifiques, on pense aussi aux classes préparatoires. Bon, tout ça fait partie de l'ensemble. Hein. Mais il fallait commencer quelque part. Voilà, j'ajouterais juste qu'effectivement, on a commencé le projet à nous avec la première L parce que c'est une filière qu'on veut absolument promouvoir. Enfin, ce que disait Daniel Guillaume tout à l'heure, hein, sur le fait que c'est peut-être une section qui est un peu désaffectée, mais pas partout. Pas partout. Il y a des lycées où ça fonctionne très bien, la L. Alors pourquoi dans d'autres établissements non? Et puis ce que vous disiez aussi au niveau des familles, c'est-à-dire que les familles pensent qu'effectivement c'est la S qui vaut, c'est la seule. Donc ce projet-là, on l'a installé avec la première L, d'abord dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, il fallait commencer quelque part. Bon, mais ça n'exclut pas effectivement la possibilité que c'est notre filière. Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Stéphanie. Le principe quand même de l'aventure là dans laquelle on est lancé, c'est quand même la liaison entre le secondaire et le supérieur. Alors, dans les filières technologiques, ça ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer, ça serait magnifique, mais je crois que des gens qui sont en filière technologique décident d'un seul coup de passer aux études de lettres et viennent en études de lettres. Donc moi je pense qu'il faut faire des choses. Et moi, je suis prête à les faire, mais c'est pas du même type, quoi. Voilà, je pense. Concrètement, il y a des élèves de série technologique. Ouais. J'ai enseigné. Oui, en... Bien sûr. Voilà, c'est un désir pas seulement personnel, j'imagine. Oui, c'est vrai que les bacs pro maintenant arrivent à l'université en L1 et que c'est
on les accueille, mais ça remet en question tous nos programmes, notre pédagogie, tout ce qu'on appelle les prérequis, avec des termes un peu pompeux comme ça, et c'est compliqué. Tout ça est à penser maintenant et à préparer, sinon ça va être l'échec de l'université à accueillir ces nouveaux publics. C'est vrai. Très bien. Non ? Vous souhaitez répondre à ça ou... Non, je ne savais pas ce que vous dites toutes les deux, là, Anne, ce que tu dis, qu'il y avait effectivement, peut-être pas un gros contingent, mais un petit contingent de gens venant de technologie qui arrivent en L1, mais c'est une orientation négative, c'est un choix, c'est quoi? Comment ils se retrouvent là? C'est assez étonnant. 25 choix à PD. Ouais. Oui, c'est ça, élimination, c'est pareil. On- Donc c'est quand même des orientations Non mais négatives. on sait bien, et ça fait partie, alors là aussi, je veux dire, on prend les choses par le bout que l'on peut, hein, mais il y a une partie d'élèves de L1 lettres qui sont des gens qui ont été refusés en BTS. Hein, Ouais. et c'est pour ça qu'ils sont là. Bon. Donc, je dirais, le chantier, il est double. Hein. Il y a la question de la série littéraire ou des enseignements littéraires. Et là, je pense qu'on a plutôt, on en reparlera peut-être, intérêt à élargir le champ. Hein, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Et puis, il y a la question de l'enseignement des lettres et du français. Toutes séries confondues, hein, ou toutes séries parallèles. Donc, c'est des enjeux complémentaires. Je m'attends, Patrick Brazard, qui est là, qui est le directeur de notre département. Tu penses qu'il y a des cas similaires dans nos premières années, c'est-à-dire des gens qui viennent de technologie? Oui, Arnaud dit que oui. Je représente le département de littérature française de Paris 8, Notre excellent dont je suis responsable de responsable cette pour l'année. Magnifique responsable. Les chiffres, c'est moi, c'est 10% de bac techno. Et autant qu'on puisse savoir, ce sont des gens qui en fait ont été orientés. Alors comme on dit, vous savez, c'est passé à la tournure passive. J'ai été orienté. Ils ne voulaient pas faire ça du tout. Et en fait, un certain nombre d'étudiants, enfin d'élèves de ces bacs techno se révèlent d'excellents étudiants de lettres. C'est évidemment quelque chose qu'ils ont toujours voulu faire, mais qu'on leur a dit de ne pas faire, parce que ça débouche sur rien. Et en fait, c'est leur curiosité intellectuelle qui fait ça. Alors pour les bacs pro, c'est différent. Alors si vous voulez, on a en gros 10% de bacs technologiques dans nos L1, et on a 30% de bacs pro. Mais alors, les avis divergent avec mes collègues. Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même beaucoup. Il faut parler très près de ce micro, Patrick. C'est normal. Bon. Ce sont des étudiants fantômes. C'est-à-dire, vous savez qu'ils ont la nécessité d'être inscrits quelque part pour avoir droit à un certain nombre de bourses. Donc, en fait, les plus inquiets, on les voit 2 fois dans l'année, enfin 2 fois dans le semestre, au premier cours pour s'inscrire et au moment de l'examen, pour avoir 1 sur 20 et montrer qu'ils ont été là. Donc, je doute quand même beaucoup, même si on a 2 ou 3 contre-exemples, par exemple en L3 cette année, on a en L3 un étudiant excellent qui venait du bac pro, qui s'est révélé... Mais enfin, je ne crois pas qu'il faille beaucoup compter. Et d'autre part, je voudrais dire quand même, pour préciser les choses, sans monopoliser la parole, on est 22 titulaires. Donc, il est vrai... Alors après, il faut convaincre les collègues d'intervenir. Tout le monde a beaucoup de tâches administratives, il y a la recherche, etc. Alors c'est vrai que c'est assez sage de commencer par établir des contacts et avec... Merci, je suis assez impressionné par le chiffre des 30% d'élèves de LP qui se retrouvent en licence de lettres. Et donc, mais si c'est 30% d'absents, bon, effectivement, on voit que c'est une orientation un petit peu étrange. Peut-être Florence Dupont demande la parole brièvement, et puis Hélène Merlin va intervenir ensuite. C'est pas comment. Donc, à Paris 7, où donc j'ai enseigné jusque très récemment, hein, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est pour ça que j'ai un problème avec ce projet d'aujourd'hui, mais bon, c'est centré sur la littérature et les lettres. Or, à Paris 7, on a le principe que les profs font cours en première année. Hein, je veux dire, on a aussi des cours. Je trouve ça très bien. Et donc on garde. Et donc, moi, je faisais des cours de civilisation romaine avec des étudiants. Et j'ai eu un certain nombre d'étudiants qui ont dit, nous, on a pris licence de lettres, mais en fait, on ne veut pas faire de la littérature. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un cursus lettres et arts. Et d'ailleurs, moi, c'était pareil. Je veux dire, donc,
est-ce que le fait que la filière, elle, me semble, mais peut-être je me trompe, enfermer ceux qui choisissent ça ou qui se retrouvent là dans la littérature, alors que ce qu'ils veulent aussi étudier, c'est la musique, en particulier la musique, c'est très important dans la culture des gens, surtout qui sont, entre guillemets, pas cultivés, le cinéma, le théâtre. Donc voilà, ma question c'est ça, c'est comment est-ce que vous pouvez faire que pas, excusez-moi, d'un rayonnement sur tout le reste de la culture. Voilà, c'est une question. Bon, je peux peut-être commencer à répondre. Au niveau on va essayer d'être rapide local, pour pouvoir avancer. Tout à fait. Au niveau vraiment local, au lycée Jean Zay, on a mis en place une nouvelle option qui était les arts visuels, par exemple. On essaie en fait de joindre effectivement les autres arts. En revanche, une option vraiment en première aile, celle qu'on est en train de créer, c'est celle de théâtre également. Donc on essaie de diversifier. Après, voilà, on fait ce qu'on peut, c'est une porte d'entrée comme je disais tout à l'heure. Après à voir si ça fonctionne bien également. Et dans notre département de littérature, officiellement de littérature française, il y a quelqu'un qui fait des cours sur la musique, il y a quelqu'un qui fait des cours sur le théâtre, et on est en train d'essayer de mettre en place, même si c'est compliqué, un partenariat avec le département d'art pour faire une mineure lettres et arts. Donc oui, tu as vraiment raison. Le danger d'éparpillement, je pense aussi. Juste très vite, pour pouvoir aborder la première des conférences. Là, on se trouve, en fait, on se heurte, je dirais, à l'institution des disciplines telle qu'elle existe maintenant. On sait bien que les élèves qui sont en L, ils ne sont pas particulièrement intéressés par la littérature. C'est juste, ça s'appelle comme ça. Et je dirais que l'institution, en ce moment, elle essaye de s'en sortir en mettant en L beaucoup de langues, en commençant à faire apparaître le droit, donc en faire généralement, caricaturalement, un élève L, c'est une jeune fille qui aime les langues. Dans l'état actuel des choses, c'est ça. Et donc les élèves de L, ils vont statistiquement assez peu en lettres à l'université, ils vont pas en langue, ils vont pas mal en psycho, ils vont en lettres modernes appliquées, donc c'est plutôt ça. Les bons élèves littéraires, ils viennent... Et bon, ça, c'est l'état des disciplines actuellement. Je suis absolument, moi, pour ma part, à ce que les disciplines scolaires travaillent entre elles, avec histoire, philosophie et autres. Et on sait d'ailleurs, je vous en prie, installez-vous pendant que je termine rapidement, pour créer ces liens. Et on sait aussi pragmatiquement, quand il s'agit, je dirais, de sauver une série L dans un lycée, on met du théâtre, on met de l'audiovisuel, on ouvre. Et c'est comme ça qu'on y arrive.